Bonjour à tous. Alors, on va juste attendre que les participants intègrent le webinaire avant de commencer. Il y en a encore en attente. Alors, je vais juste vous demander si vous pouviez fermer vos micros, s'il vous plaît. Parfait. Alors, je pense que tout le monde est là. De toute façon, sinon, on les ajoutera au fur et à mesure. Alors, bonjour à tous. On est ici aujourd'hui pour la présentation du webinaire sur la prévention du suicide et des risques psychosociaux au travail, même si on va principalement parler du suicide au travail, de la prévention du suicide au travail. Je suis accompagnée, alors je commence par me présenter, je suis Wendy Souchet, je suis psychologue du travail à la PST 18. Et je fais ce webinaire avec Anne-Laure Thierry qui, elle, est psychologue clinicienne du travail à l'APST 41 à mi-temps. Elle est aussi en cabinet libéral et elle est formatrice accréditée en premier secours de la santé mentale. Donc elle s'y connaît un petit peu plus que moi sur le sujet du suicide au travail. Alors, je vous fais un petit point pour vous présenter un petit peu juste la PST, pour vous refaire un petit laïus dessus. Nous travaillons sur 8 services, dans le Cher, donc de Aubigny à Saint-Amand, en passant de Vierzon à Baugy pour, quadriller un petit peu tout le secteur. Les missions principales de la PST 18 sont les actions de promotion de la santé, surveillance de l'état de santé sur la base du diagnostic santé-travail, traçabilité et veille sanitaire, action santé-travail auprès des entreprises avec l'évaluation des risques et la prévention des risques. Ça peut passer par des études de poste, des fiches d'entreprise, l'aide aux documents uniques, et cetera. Et accompagnement et conseil aux employeurs, salariés et représentants, tout ce qui est CSE, et cetera. Alors, notre service donc est composé de médecins du travail, donc chaque entreprise a son médecin du travail, avec des IPRP, donc des j'ai perdu, des intervenants, pardon, en prévention des risques professionnels, des infirmiers, infirmières du travail et des assistants médicaux. Il y a aussi donc une psychologue du travail qui est moi, une toxicologue, un ergonome expert, un économiste de la santé, une conseillère nutrition et une assistante sociale. Nous travaillons donc en pluridisciplinarité avec, de l'innovation qui est notre ADN principal, un pilotage par la donnée et une transition numérique qui a été faite en 2017. Le tour sur la PST a été fait. Maintenant, on va parler du suicide, ce pourquoi vous êtes là aujourd'hui. Donc je passe le relais à Anne-Laure qui va vous présenter le sujet. Merci Wendy. Alors on va commencer, par parler des chiffres, du suicide. Tout d'abord en France. Globalement, il y a 0,5 % des Français qui font une tentative de suicide, en France, par an, soit environ, 200 000 tentatives de suicide. En 2016, ça faisait 8 435 morts par suicide. Alors les chiffres sont un peu, anciens. Nos derniers chiffres sur le suicide, et les dernières études datent de 2017. Il faut des années avant qu'une étude puisse sortir et que les chiffres puissent sortir pour l'analyse de chaque département, donc c'est toujours un peu compliqué. On a juste des tendances, non, reviens en arrière, Ah s'il te pardon. plaît. On a juste des tendances, pour les années, pour les dernières années que je vais vous présenter tout à l'heure, avec le focus un petit peu avec le Covid. Donc le taux de décès, depuis, les années 2000 a quand même tendance, à diminuer, par suicide, hein, moins 33,5 % entre 2000 et 2016, et ça continue à diminuer, même si on entend actuellement qu'il y aurait plus de suicides. Ce n'est pas vrai, il y a plus de tentatives de suicide depuis la crise.
Les décès par suicide sont plus élevés chez les hommes que chez les femmes. La France, hélas, c'est un pays où le taux de suicide est très élevé, est un des plus élevés d'Europe. Et puis, le chiffre là pour 2017, 4,7% des 18-75 ans ont déclaré avoir pensé à se suicider au cours des 12 derniers mois. Le coût social, je vous en parle 2 minutes. Le coût sociétal d'un suicide est évalué à 350 000 € et pour une tentative de suicide, c'est évalué à 15 000 €. Vous voyez que ça a un coût vraiment important, d'où la prévention aussi qui est nécessaire. Alors, je vous montre les chiffres sur la carte, Wendy. Pour la France, donc quand c'est du violet, c'est quand les taux de suicide sont plus importants. Ça date ma carte de 2012. En 2017, elle est identique, mais j'en ai pas trouvé une aussi jolie de présenter en termes de couleur. Donc, j'ai préféré garder celle-ci. Donc, vous voyez que la Bretagne garde sa réputation d'une zone avec un taux de suicide plutôt important. On repère que le sud, que les îles ou que la région parisienne et Paris ont des taux de suicide plus faibles. Ça s'explique entre autres par le soleil, on le sait, sur cette notion-là de la vitamine D et de la sécrétion de vitamine D que permet le soleil. Et puis en région parisienne, ce qui est mis en avant comme facteur qui serait facteur de protection, ça serait l'activité, le dynamisme, donc la possibilité d'avoir plus de facilité à faire des sorties, avoir du théâtre, du spectacle. Voilà ce qui est mis en avant pour Paris et la région parisienne. Je vous ai mis un peu les chiffres dans nos départements. Donc, dans notre région Centre-Val de Loire, en 2012, il y avait 492 suicides, décès par suicide, ce qui représente pour le Cher 56, la totalité. Et puis, on va voir le Loir-et-Cher derrière. Ah, j'ai un écho. Pour le Loir-et-Cher, on est à 82. Donc, le Loir-et-Cher a plus de risques en termes de suicide pour 100 000 habitants. Alors, l'impact de la crise sanitaire, comme je vous le disais, il y a clairement eu, ça c'est selon Santé publique France, aujourd'hui on n'a pas d'études de chiffres, mais il y a eu une augmentation des idées suicidaires et des tentatives de suicide, plus particulièrement chez les 10-24 ans. Et c'est pour ça qu'il y a une grosse campagne actuellement sur la santé mentale des jeunes. Il y a eu une forte hausse des hospitalisations donc, après le Covid pour tentative, mais il n'y a pas eu de hausse de décès, selon les premières études. Pendant le confinement, pendant qu'on était tous à la maison, il y a eu une baisse des suicides et il y a eu aussi une baisse des tentatives et des recours aux soins suite aux tentatives, hein. Donc, par contre, après le confinement, c'est plutôt les jeunes hein, qui ont eu ce geste malheureux, il y a eu une hausse très marquée des gestes suicidaires chez l'ado et chez les jeunes femmes. Voilà pour le suicide en quelques chiffres. Donc, on va parler des facteurs de risque. Donc, tout d'abord, on va rappeler les facteurs de risque individuels sur le suicide. Donc là, je vous en ai fait un petit peu la liste. Alors, être un homme entre 35 et 54 ans ou une femme entre 55 et 64 ans. Être en inactivité professionnelle au sens large, hein, c'est les chômeurs, ça peut être l'invalidité, donc l'inactivité professionnelle. Être célibataire, divorcé ou veuf est un facteur de risque. Avoir vécu un épisode dépressif caractérisé au cours de l'année. Avoir de graves problèmes d'argent, c'est aussi un risque, un facteur de risque. Et puis, on a des facteurs un peu plus personnels quand on souffre d'un trouble psychique, oui, c'est le numéro 9. Avoir subi des menaces verbales ou des humiliations ou des intimidations est un facteur de risque. La séparation, le divorce, comme on le disait. Il y a des études qui montrent que chez les femmes, avoir un diplôme supérieur au bac, c'est un facteur de risque. Il y a plus de suicides pour les femmes ayant un diplôme supérieur. Comme quoi, vous voyez que ça n'est pas forcément les
les faibles catégories socio-professionnelles qui auraient plus de risques. Donc, souffrir d'un trouble psychique. Si une personne a tenté déjà de se suicider ou s'est infligé des blessures dans le passé, elle est également plus à risque. Si la personne a consommé des substances, quelle que soit la substance, alcool, cannabis, bon, pas tout à fait le tabac, c'est pas un risque suicidaire avec le tabac, mais ça reste une substance. Mais on est sur les substances drogues. Avoir vécu des expériences difficiles, plutôt dans type relation, handicap, santé, avoir été maltraités physiquement ou sexuellement lorsqu'ils étaient enfants, ou avoir été exposés au suicide de quelqu'un d'autre. Il y a il y a des risques quand on a une famille suicidaire, en fait. C'est un facteur de risque plus important. Dans les facteurs de risque, on va quand même parler des facteurs de risque au travail. Oui, les risques psychosociaux sont également un facteur de risque. Donc, les différents facteurs de risque qui sont démontrés dans les risques psychosociaux, ils vous sont présentés là, hein. C'est l'insécurité de la situation de travail. Donc, on va retrouver la précarité ou l'inactivité professionnelle, ce qu'on pourrait parfois peut-être aussi appeler le burn-out quand on est en inactivité professionnelle au travail. Les exigences émotionnelles, être confronté à des situations difficiles émotionnellement. Les exigences au travail, de type l'intensité du travail, s'il y en a beaucoup. Les relations sociales. Comment sont les relations sociales au travail? Par exemple, on sait que quand il y a des mauvaises relations au travail, il y a un risque augmenté de burn-out de 86%. Les conflits de valeurs, c'est en lien avec l'éthique. Quand on n'est pas en rapport avec ses propres valeurs, quand le travail, on nous demande de faire quelque chose qui ne correspond pas à nos valeurs, ou l'autonomie au travail. Donc ça, c'est les facteurs de risque au travail qui peuvent générer un risque pour des tentatives de suicide. Donc, on sait aussi que les risques, on va parler du suicide et du travail, on sait que les risques psychosociaux et la santé mentale sont en lien, de toute façon. Les états dépressifs et les troubles anxieux sont beaucoup plus fréquents parmi les personnes les plus exposées aux risques psychosociaux. Vous comprenez bien, donc plus on est exposé à des risques psychosociaux et plus on a des facteurs de risque pour avoir une mauvaise santé mentale. Les secteurs d'activité les plus touchés sur le risque suicidaire sont l'agriculture, la santé, l'action sociale, j'ai mis les chômeurs et les catégories socioprofessionnelles les moins favorisées. Ce sont les secteurs d'activité les plus touchés aujourd'hui par rapport au suicide. Nous avons 5% des personnes en activité qui déclarent avoir eu des pensées suicidaires au cours des 12 derniers mois. Et en fonction des RPS, je vous redonne quelques chiffres. Quand il y a des mauvais rapports sociaux, 13% des personnes en activité disent avoir eu des pensées suicidaires. Là, je suis que sur les pensées suicidaires. 10% en cas de conflit de valeurs, d'exigence émotionnelle ou d'insécurité économique. Et 10% en cas de non-reconnaissance ou d'une rémunération du travail jugée insuffisante, de manque d'autonomie et de forte charge de travail. Par contre, on ne constate pas de différence significative entre les pensées suicidaires et l'intensité des contraintes horaires ou des contraintes physiques. Ce n'est pas parce que vous avez un travail physique, même si c'est un risque physique, hein, ça n'augmente pas les pensées suicidaires comme les contraintes horaires. Je vous ai mis une petite étude, le tableau d'une étude hein, qui montre bien les facteurs de risque. Donc, c'est le point qui est le plus en haut sur les pensées suicidaires. Et en fonction, vous voyez que la part des pensées suicidaires, elle est quand même plus importante quand c'est un conflit de valeurs ou quand il y a des problèmes de rapports sociaux au travail.
Si vous avez des questions, vous les posez, il y a un chat certainement et puis on les reverra à la fin. On a une population qui est, très à risque. C'est la population des dirigeants dans lesquels aussi je mets un peu les managers. En effet, ce sont les salariés qui se surinvestissent le plus, dans l'entreprise et qui sont le plus exposés, à ces risques et même au présentéisme. Souvent, ils se sentent coupables s'ils s'absentent en cas de maladie, ils se sentent faibles et déloyaux par rapport à l'entreprise. Ils ont peur de perdre leur place, ils ont du mal à déléguer et ils ont une crainte d'avoir une surcharge de travail à leur retour. Donc ça leur met une pression supplémentaire sur le facteur de risque suicidaire. Et souvent, ils ne s'absentent pas en cas de maladie parce qu'ils ont, ils ont une crainte, hein, de ne plus être là et puis, quand ils s'absentent, ça a un impact vraiment sur leur santé. Ils ont, moins d'efficacité et de productivité au travail avec cette pression et l'arrêt maladie qu'ils auront sera nettement plus long, en fait. C'est vraiment une population à risque. Je vais vous présenter un peu les facteurs de risque plus importants qui ont été, développés par le laboratoire à Maroc. Je vous en parle juste après. Mais ce que l'on peut voir, c'est que, ce qui, met le plus à risque, vous le voyez, alors ça va être sur votre gauche de l'écran, c'est, tout ce qui est, qui met en péril la santé de l'entreprise. Donc la fin de tout, par exemple le bilan, le conflit avec des associés, des mauvaises nouvelles. Et dans les facteurs de risque, hein, importants, il y a beaucoup la pression du marché ou la pression de l'environnement, la pression du personnel et la pression financière. Ça, c'est vraiment les managers ou les dirigeants qui se retrouvent avec, ces facteurs de stress. C'est des stresseurs bien spécifiques de l'entrepreneur. Donc pour la santé du dirigeant, il a été mis en place en 2013 un dispositif. C'est le dispositif APESA qui existe un peu partout en France. Vous pouvez prendre contact avec vos CCI, respectives pour, voir qui, gère ce dispositif. C'est un dispositif d'aide psychologique aux entrepreneurs en souffrance aiguë qui offre à tout chef d'entreprise éprouvé par les difficultés de son entreprise et qui en ressent le besoin. Donc ça va être une prise en charge psychologique rapide, gratuite. Ça peut être aussi, des prises en charge, sur le lieu de l'entreprise quand il y a des événements importants. En tout cas, ils ont une bonne connaissance, des crises et des procédures judiciaires, dans ce cadre-là. Vous pouvez également aller voir l'observatoire à Maroc, je l'ai mis en bas, qui est, l'observatoire, français qui fait des études sur la santé des dirigeants et qui est en lien avec ce dispositif APESA. Les stresseurs du dirigeant sont des stresseurs un petit peu, différents. Alors, au sein de l'entreprise, heu, comment on intervient auprès d'une personne qui aurait, éventuellement, des signes ou, des symptômes qui pourraient penser qu'elle aurait des idées suicidaires? Alors d'abord, comment on repère les crises d'alerte d'une crise suicidaire? Voici un peu les différents signes d'alerte. La personne peut, menacer de se faire mal ou de se tuer. Alors, dans les menaces, il y a des petits signes, très particuliers auxquels il faut faire attention. Par exemple, il y a des gens qui, autour d'une blague ou autour d'un café vont dire: «Oh si j'étais plus là, ça serait mieux comme ça». Ce type de phrase, même dite sur le ton de l'humour, doit être reprise. C'est-à-dire qu'elle doit, la personne qui l'entend, quelle que soit la personne, hein, c'est enseigné d'ailleurs, dans la formation en premiers secours en santé mentale. Quelle que soit la personne qui entendrait une petite phrase comme celle-ci, doit prendre à part la personne et dire: «J'ai entendu ce que tu as dit tout à l'heure, dis-moi en plus. Est-ce que c'était vraiment de l'humour ou où tu en es?» Et puis de lui faire comprendre que ce type d'humour un peu noir
faut pas forcément le faire, parce que ça peut être pris au sérieux. Et puis des fois, c'est juste quand on a un problème, la personne qui a un risque suicidaire peut dire ce genre de petites phrases: «Oh, ça serait mieux si j'étais pas là» et ben, «Demain, je sais pas si je vais me lever» ou «J'aimerais bien ne pas me réveiller». C'est des petites phrases comme ça. Si vous rencontrez quelqu'un, quand vous discutez avec elle, qui recherche des moyens permettant de se suicider, si elle a déjà presque un scénario, si elle laisse des écrits, là, on est sur un risque suicidaire imminent. Le désespoir, il y a plus aucune solution, la personne va vous dire, «Mais ça sert à rien, il y a plus rien à faire». On peut également avoir quelqu'un dans son bureau qui va avoir un comportement de colère, d'agitation ou de désir de vengeance. Vous pouvez avoir quelqu'un qui va se lever de sa chaise et qui va faire les 100 pas dans votre bureau avec une impression d'être très agité. Il faut y faire attention puisque je rappelle que le geste suicidaire est un passage à l'acte et il faut une action vive pour y passer. Donc on va être sur de la colère. Des comportements imprudents ou des activités à risque. Si vous entendez un de vos collaborateurs qui dit: «Oh, ce matin, je suis venu, j'ai roulé à 120, 150 à l'heure sur l'autoroute», enfin sur l'autoroute, ça va, sur la petite route à 30, sur le dos d'âne. Voilà, c'est des comportements à risque auxquels il faut faire attention. Sur des discours, le sentiment d'être piégé ou qu'il n'y a plus de solution. Le repli social: «J'ai plus d'amis, je m'ennuie, j'ai pas d'animaux non plus, je rentre chez moi, personne ne me parle». Je n'ai parlé à personne depuis hier que je suis partie au boulot, que j'ai quitté le boulot. Voilà. Vous pouvez repérer aussi des changements dans l'humeur, hein, si vous avez quelqu'un qui, d'habitude était, joyeux, qui se retire complètement, qui est triste, ou quelqu'un qui pourrait éventuellement, s'énerver, s'agiter. En tout cas, il y aurait une perte de sens de la vie. Donc ça, c'est vraiment les crises qui vous feront penser peut-être à une alerte en tout cas, sur des envies, ou des pensées suicidaires. Alors comment on parle à une personne qui aurait des pensées ou des intentions suicidaires? On reste calme, on reste ouvert et on demande à la personne de nous parler de ce qu'elle ressent et on l'écoute. On la laisse s'exprimer, se confier sur ses souffrances. «Je suis inquiet». Alors on commence toujours ces phrases par «je», pas «tu». Pas tu m'as l'air déprimé, pas tu m'as l'air triste. C'est je suis inquiet pour toi. J'ai l'impression que tu ne vas pas bien. Si vous commencez par le tu, j'ai l'habitude de dire que le tu tue. Tu n'es pas bien, c'est difficile de commencer une phrase par tu. Mettez le je qui montre votre preuve d'empathie et de bienveillance. J'ai le sentiment que tu ne vas pas bien actuellement, ça adoucit la phrase et l'autre va se permettre, d'écouter parce qu'il a, le sentiment que vous soyez bienveillant. Vous n'exprimez pas le jugement, le moins possible. Ne dites pas: «Bah, mets-toi un coup de pied aux fesses, ça ira mieux». Ne dites pas, «Tu as pensé à ta famille?» Ça, c'est culpabilisant. Ce qu'on vous demande, c'est d'écouter et montrer que vous vous sentez concerné, que vous pouvez proposer votre aide. Dans votre conversation, il va falloir quand même poser des questions ouvertes pour en savoir plus sur ces idées suicidaires. Donc au départ, vous allez être peut-être un peu vague. «Est-ce que tu peux m'en dire plus? Qu'est-ce qu'il t'arrive?» Et puis vous allez, à un moment, ressentir dans l'entretien où vous allez vous-même avoir un doute dans l'entretien, comme quoi il pourrait avoir des pensées suicidaires. Et donc à partir du moment où vous avez le doute, je vais vous dire, puisque vous êtes dans la phase empathique, à partir du moment où vous avez le doute, vous ça veut dire que l'autre y a pensé, forcément. Donc vous n'allez pas pouvoir clôturer l'entretien sans avoir posé la phrase qui est une question directe et non ambiguë, qui est: «Avez-vous des idées suicidaires?» ou «Pensez-vous mettre fin à votre vie?» Il faut que la question soit directe. Alors, l'idée reçue qui est: «Si je lui pose la question, ça va lui mettre l'idée dans la tête», c'est complètement faux. C'est une mauvaise idée, c'est une idée reçue.
Il faut poser la question. Ça va soulager la personne à partir du moment où vous lui aurez posé la question, ça va la soulager de dire: «Si j'ai eu des pensées, ça veut dire que j'ai le droit d'y penser et donc je peux en parler. Si j'ai pas eu les pensées, elle vous le dira directement, dire: "Ah non, mais j'y ai jamais pensé"». Rassurez-vous là-dessus. Dans les phrases, moi, que je dis, j'ai celle-ci: «Avez-vous des pensées suicidaires?». Vous pouvez aussi parler d'idées noires, c'est peut-être moins dur pour vous. Mais il faut vraiment poser la question directe quand vous, vous le sentez, quand vous sentez que, la situation est grave ou que même vous, vous avez peur, vous-même, que la pensée que l'autre y pense. Par contre, j'ai envie de vous dire, si vous ne vous sentez pas capable de la poser, cette question, si vous ne vous sentez pas capable de, tenir cet entretien, alors soit vous avez un secouriste en santé mentale dans votre entreprise, ce qui serait très bien et lui est formé, à avoir cet entretien, important. Soit, eh bien, il faut revenir soit vers le médecin du travail qui peut, peut-être que vous avez des lignes d'écoute. En tout cas, il ne faut pas en rester là à la fin de votre entretien. Il faut le réorienter vers quelqu'un qui ait la formation pour lui poser cette question. En tout cas, le suicide ne peut absolument pas ou les pensées suicidaires ne peuvent absolument pas rester, secrètes. Vraiment, à partir du moment où il y a pensée suicidaire, on considère pour nous, en psychologie, que c'est la crise. C'est la crise de la dépression, la pensée suicidaire ou la tentative de suicide et il faut réorienter, il faut alerter. Donc vous avez le 31 14, la personne peut faire le numéro devant vous si vous êtes avec elle ou en tout cas vous pouvez exposer, ce numéro. C'est vraiment le numéro national de la prévention du suicide. Si vous appelez, si la personne est en crise suicidaire, si elle vous dit: «J'ai des pensées suicidaires» et que vous trouvez que les pensées sont précises ou qu'elle a fait une tentative de suicide la veille, ça peut aussi arriver, hein, ça m'est arrivé en entreprise de rencontrer une personne qui avait fait une tentative de suicide médicamenteuse la veille, qui est arrivée le matin au travail, encore shootée par les médicaments et qui l'exprimait qu'elle avait fait une tentative de suicide. Dans ces cas-là, il faut retirer la personne de son poste de travail, hein, et faut appeler, le 15. Il faut appeler les pompiers pour qu'ils viennent la chercher. C'est vraiment un élément important et vous devez, parler aux pompiers en leur donnant enfin ou au SAMU, hein, SAMU ou pompiers, plutôt le SAMU, le médecin. Donner les signes qui vous font penser qu'il y a des risques. C'est-à-dire les signes de la dépression ou les symptômes ou ses mots à elle. Les signes, elle est d'humeur triste, elle est en colère, elle est agitée, elle a une perte d'intérêt pour ses activités, elle est en repli social et puis dans ses mots, elle menace, elle en parle. Ça, faut le dire au SAMU. Faut protéger la personne, je vous ai dit, vous la retirez, vous ne la laissez pas sans sécurité et puis vous assurez aussi votre propre sécurité quand même, parce que si la personne est en cours d'une tentative de suicide avec éventuellement une arme blanche, vous pensez d'abord à votre sécurité et à la celle des autres. On est bien d'accord? Et je rassurez-vous, plus ou moins, c'est-à-dire que, si une vous aurez beau des fois faire tout ce que vous pouvez, aider, accompagner, donner, des informations, il est possible néanmoins que la personne se suicide. Même les psychologues ont, ce risque-là. Voilà. Voilà pour le suicide au travail. Alors moi, je reprends juste par rapport à la PST-18, donc ce qu'on peut vous proposer en fonction des facteurs de risque. Hem, D'un point de vue de l'entreprise, tout d'abord, il peut y avoir des changements flagrants. Par exemple, tout ce qui est plan social économique, liquidation judiciaire ou autre. Là, si vous avez connaissance, que ça va se produire dans les mois à venir, dans les années à venir, l'idéal, ça serait de prévenir la PST pour que nous, on puisse vous accompagner à faire la prévention du changement. Pour vous aider, vous en tant qu'employeur et également les salariés, vos collaborateurs. Plus on accompagne, plus on prévient, plus on limite le risque, d'une situation se dégradant pour l'individu.
Tout ce qui va être comportement changeant également, si vous percevez, vous, de votre position, des changements vis-à-vis de vos collègues, vous pouvez nous contacter. Vous contactez l'assistante médicale qui va entrer en contact avec le médecin du travail qui peut ensuite me transmettre l'information pour qu'on puisse soit prendre rendez-vous avec le salarié en question ou faire quelque chose de plus collectif. Tout dépend de la demande qu'on ajustera vis-à-vis de la situation. Des propos menaçants, tout ce qui est alors, propos menaçants, ça peut être, comme l'a dit Anne-Laure, «Demain je ne serai pas là» et cetera. Ça, c'est pareil, c'est de la prévention, on peut intervenir le jour J. Si vous vous dites: «Là, il a fait des blagues un peu noires» ou des choses comme ça à d'autres collaborateurs, ils sont venus nous en parler, contactez-nous, on essaiera de contacter nous, le salarié, pour lui venir en aide. Si le suicide est réalisé, là, on peut intervenir auprès du collectif dans les 72 heures pour réaliser un peu de débriefing. L'objectif, c'est, que l'action peut être enfin la suite peut être traumatisante pour les salariés, même pour vous, employeur. L'objectif, c'est de ne pas vous laisser avec cette souffrance-là trop longtemps et pour pas que ça se dégrade aussi pour vous par la suite. D'un point de vue salarié, si vous-même vous vous sentez en situation de fragilité vis-à-vis de problématiques professionnelles, j'insiste bien sur le professionnel puisque nous n'intervenons pas sur des problématiques personnelles. Là, vous pouvez nous contacter et également il y aura un accompagnement individuel vis-à-vis de la personne. Vous avez assisté à une situation traumatique. Vous êtes victime finalement d'un de vos collègues qui a voulu se suicider, soit devant vous ou qui vous en parle, et cetera. L'objectif, c'est que nous, on vous accompagne, vous, mais aussi votre collègue si besoin. Ne restez pas, vous, tout seul avec cette problématique-là. Faut pas que ça vous pèse trop et que ça ait des incidences après plus graves. On est vraiment là pour vous accompagner, quelle que soit la situation en lien avec le travail. Donc n'hésitez pas à nous contacter. Il n'y a pas de problème là-dessus. Les prochains webinaires de, la PST 18. Le 3 octobre, vous aurez de 10 heures à 11 heures un point sur le capital santé qui évoquera nutrition, sport, sommeil et gestion des émotions. Ensuite, vous aurez le 19 octobre de 10 heures à 11 heures, pareil, la prévention du cancer du sein. On sera sur Octobre rose. Et le 2 novembre de 11 heures à midi, prévention du tabagisme pour le mois sans tabac. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous avez le chat pour poser toutes vos questions. On est là aussi si vous n'osez pas poser des questions, par mail via, via le site web, voilà. Anne-Laure, tu as quelque chose à rajouter? Non, c'est bon. Vous avez, pardon, je crois que Nina vous a mis un questionnaire de satisfaction, il me semble, dans votre, chat, donc n'hésitez pas à le remplir. Voilà. Oui, simplement, est-ce que vous pourrez nous envoyer votre présentation par mail? Parce que j'ai pris quelques notes, mais j'avoue que j'aimerais bien avoir le contenu. Alors je pense que ça sera possible. Eh ben, c'est super, merci. Il y a une question, Anne-Laure, c'est plus pour toi, je pense. Oui, le coût social, le coût sociétal. Oui, une personne en activité, en fait, il faut savoir que ça a des conséquences sur, des assurances-vie, des primes d'essai, des rentes d'éducation. Donc c'est vrai que 350 000 € pour le coût d'un suicide, c'est énorme, en fait. Est-ce que j'ai répondu à la question? Parfait. D'autres questions? C'est vrai que j'ai donné ce chiffre aussi pour qu'il choque bien et je vois que ça marche. Il faut dans les chiffres qui choquent, il faut savoir qu'en France, il y a, une tentative de suicide toutes les minutes. Alors, avec le Covid, ça serait redescendu à toutes les 40 secondes, mais on n'a encore pas les derniers chiffres, mais voilà.
C'est pour vous dire à quel point, c'est quand même, c'est de santé publique et qu'il faut réellement faire de la prévention et que, cet élément aujourd'hui même en service de santé au travail a toute sa place. N'hésitez pas si les formations sur la santé mentale, sont de plus en plus, plébiscitées, enfin, on de plus en plus, je sais pas comment on dit, Ah, diffusées, c'est demandé et c'est voilà. vrai qu'on en a beaucoup en service de santé au travail. Tout à l'heure, je vous ai parlé du secouriste en santé mentale. N'hésitez pas à former, des personnels de votre entreprise, hein. Vous aviez des secouristes en santé physique, aujourd'hui, il y a les secouristes en santé mentale qui sont formés à repérer, les signes et symptômes, à, conduire un entretien et à orienter la personne. Sur tout ce qui est troubles dépressifs, troubles anxieux, troubles psychotiques et troubles liés à la prise de substances. J'ai pas lu tout, semaine prochaine. Alors oui, et à Bourges, au mois d'octobre, vous avez la semaine de la santé mentale qui est organisée par la mairie de Bourges, et où d'ailleurs la PST fera un atelier, il me semble, le 16 ou 17 octobre. Alors oui, 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 on peut intervenir auprès d'entreprises, et il faut une demande. Donc il y aura l'analyse de la demande effectivement, mais oui, oui, on peut intervenir en entreprise, faire des groupes de parole, des groupes de travail, on peut faire beaucoup de choses. On est à votre disposition, on est vraiment là en tant que conseiller, donc n'hésitez pas à faire appel à nous pour qu'on puisse vous accompagner selon vos demandes. Est-ce que vous avez d'autres questions? Bien, je pense qu'on peut clôturer ce webinaire. Merci à tous, d'avoir participé, et puis, Merci. je vous dis, à bientôt, peut-être sur les autres, les autres webinaires.